Après avoir accouché, mon mari infidèle a refusé de signer l'acte de naissance. Ce bâtard. Il ne mérite pas mon nom de famille, a-t-il crié, m'humiliant devant toute sa famille. On dit que la pire des douleurs n'est pas physique. C'est celle qui vous brise de l'intérieur pendant que tout le monde vous regarde, vous juge et applaudit votre chute. Et c'est exactement ce que Zola a vécu. Zola Annie avait 26 ans. Elle travaillait dans une petite bibliothèque communautaire au cœur du quartier historique du Third Ward à Houston, Texas. Zola avait toujours été une femme discrète. Réservée, un peu timide, mais avec un esprit doux qui pouvait réchauffer n'importe quelle pièce. Malgré ses origines modestes, elle gagnait l'affection de tous ceux qu'elle connaissait par son dévouement, son honnêteté et son habitude particulière de parler doucement, comme si elle ne voulait déranger personne. Elle tomba amoureuse de Kofi Dumont alors qu'elle avait à peine 22 ans. Lui, l'héritier d'une famille prestigieuse connue pour son héritage dans l'immobilier et la philanthropie dans le Sud, déferla dans sa vie comme un ouragan déguisé en une douce brise. Kofi se déplaçait avec assurance, arborait un sourire éblouissant et prononçait des mots qui sonnaient comme des promesses éternelles. Des promesses qui, avec le temps, se transformèrent en menaces masquées par le silence. Cet hôpital public, avec son odeur de désinfectant bon marché et l'écho des pleurs de nouveau-nés, devint le décor d'un cauchemar que personne n'avait vu venir. Zola avait été en travail pendant plus de 8 heures, seule, les mains crispées sur les draps, le cœur en lambeaux. Sa mère, qui luttait contre une maladie en phase terminale, ne pouvait pas être là. Ses amis du quartier ne purent trouver le moyen de faire le long voyage. Et Kofi, eh bien, Kofi arriva quand tout était déjà fini. La chambre était exiguë avec des murs éraflés et une lumière blanche aveuglante qui faisait mal aux yeux. Zola tenait son bébé, ses propres yeux encore gonflés d'avoir tant pleuré. Quand la porte s'ouvrit, Kofi entra d'un pas assuré, vêtu de vêtements de marque, les cheveux parfaitement coiffés, comme s'il sortait d'un dîner de gala. Derrière lui se trouvait sa mère, Madame Odette Dumont, avec un regard arrogant et une expression de pur mépris, et sa sœur cadette, Nala, qui regardait Zola comme si elle était un cafard rampant sur le tapis persan de leur bureau. « Tu es en retard », murmura Zola, ayant à peine la force de parler, serrant le petit enfant dans ses bras. Kofi ne répondit pas. Il fit un pas, puis un autre, jusqu'à ce que ses yeux se posent sur le bébé. Il s'arrêta net, le front plissé. Quelque chose sur son visage changea. Ce n'était plus seulement de l'inconfort. C'était une rage froide, calculatrice et venimeuse. « Qu'est-ce que c'est » dit-il, sans élever la voix, mais avec une intensité qui glaça le sang dans la pièce. Zola le regarda, confuse. « C'est ton fils, Kofi. »« Notre fils. » Madame Odette s'avança d'un pas déterminé et se plaça à côté de son fils. Elle regarda Kofi, puis l'enfant, les lèvres retroussées de dédain. « Ce n'est pas un Dumont. » Nala laissa échapper un rire court, nerveux et moqueur. « Zola, qu'as-tu fait ?»« Je n'ai rien fait. » Zola se mit à trembler. « Le bébé est à toi, Kofi. » Mais Kofi ne l'écoutait plus. Il se tourna brusquement vers l'infirmière qui venait d'entrer pour vérifier les signes vitaux. « Je dois parler à l'administrateur de l'hôpital. Je refuse de signer tout acte de naissance. Ce bâtard ne portera pas mon nom. » Les mots tombèrent comme des couteaux dans le corps de Zola. L'infirmière, visiblement mal à l'aise, tenta de se glisser hors de la chambre. Zola s'agrippa au bébé, les yeux remplis de larmes, non pas à cause de l'humiliation publique, mais de la douleur qui gonflait dans sa poitrine comme une bombe sur le point d'exploser. « Comment peux-tu dire ça ? C'est ton fils, Kofi. Regarde-moi, s'il te plaît, supplia-t-elle, la voix brisée. Kofi la regarda pour la première fois depuis son entrée, mais pas comme un mari, comme si elle était une parfaite inconnue. « Tu me prends pour un idiot ? Cet enfant ne me ressemble en rien. Penses-tu que je vais porter le fardeau d'une erreur qui n'est même pas la mienne ? Il n'est pas une erreur. Il est ton fils. Ne lève pas la voix sur moi, cria-t-il en la pointant du doigt. Ce que tu as fait est impardonnable. Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de provoquer. » Madame Odette croisa les bras et s'approcha de Zola avec un regard plein de mépris. « J'ai toujours su que tu étais une opportuniste, une pauvre fille cherchant à grimper l'échelle sociale avec un ventre gonflé. Et regarde-toi maintenant. Tu ne sais même pas qui est le père. »« Tais-toi » hurla Zola, tremblante de colère. « Tu n'as aucune idée de ce dont tu parles. Ne parle pas à ma mère comme ça. » Kofi frappa sa main contre le mur. « Et toi, Zola,
ce que tu as fait n'est pas pardonnable. Tu t'en es pris à ma famille. Le bébé se mit à pleurer, un vagissement puissant, comme s'il sentait la tension, comme s'il savait que quelque chose n'allait profondément pas à cet endroit. Zola le berça, essayant de le calmer alors qu'elle se dissolvait de l'intérieur. Le bruit attira un médecin, qui entra avec une expression inquiète. C'était le docteur Amadi, le médecin de garde pour l'accouchement. Grand, les tempes grisonnantes et les yeux fatigués. Il s'arrêta en voyant la scène. « Tout va bien ici ? » « Bien sûr que non, » aboya Kofi. « Cette femme essaie de me faire porter la paternité d'un enfant qui n'est pas le mien. Je veux des preuves. Je ne permettrai pas qu'une fausse paternité me soit attribuée. » Le médecin regarda Zola, puis l'enfant. Il s'arrêta longuement. Il prit une profonde inspiration. « Monsieur Dumont, je dois vous parler en privé. Je n'ai rien à discuter. Je suis clair. Cet enfant n'est pas le mien. Je n'ai aucun intérêt à en entendre plus. »« S'il vous plaît, » insista le médecin. « C'est important. » Kofi l'ignora, croisa les bras et se tourna vers sa mère. « Nous partons. Laisse-la gérer son propre problème. » Zola essaya de se redresser, mais la douleur postpartum la fit retomber sur le lit. « Ne pars pas. S'il te plaît, écoute-moi, Kofi. » Madame Audet s'approcha une dernière fois. « J'espère que tu auras une bonne histoire à raconter à cet enfant quand il demandera qui était son père. » Et ils partirent. Nala jeta un dernier regard à Zola. Ni pitié, ni haine, juste le vide. Le médecin ferma doucement la porte et se dirigea vers le lit. Zola était anéanti. Le bébé, toujours en pleurs, s'agrippait à la chaleur de sa mère. « Zola, » dit le médecin en baissant la voix. « Vous devez être forte. Ce que je vais vous dire n'est pas facile. » Elle leva son visage trempé de larmes. « Qu'est-ce que c'est ?» Le médecin fit une pause. Il regarda le bébé, puis de nouveau elle. La raison pour laquelle Kofi a senti quelque chose d'étrange a du sens. Le bébé a une condition génétique qui n'est pas compatible avec la sienne, mais aussi non compatible avec la vôtre. Zola cligna des yeux, confuse. « Que dites-vous ? Nous devons faire plus de tests, mais Zola, le père de l'enfant semble être quelqu'un de proche de Kofi. Très proche. » Zola fronça les sourcils. Son cœur manqua un battement. « Non, ce n'est pas possible. Je n'ai été avec personne d'autre. Jamais. » Le médecin se leva maladroitement et se dirigea vers la porte. « Je vous le dirai avec plus de certitude dès que j'aurai les résultats du laboratoire. Pour l'instant, reposez-vous. Vous en aurez besoin. » Il quitta la pièce. Zola resta seul dans le silence. Les pleurs du bébé s'adoucirent. La douleur dans son ventre était supportable, mais ce qu'il y avait dans son âme était une autre sorte de blessure, une qui n'avait pas de nom, pas de remède, et pas encore de fin. Elle ne savait pas que l'enfer ne faisait que commencer. Elle ne pouvait pas imaginer que la vérité qu'elle était sur le point de découvrir était pire que n'importe quel mensonge. Zola ne pouvait pas bouger. Elle avait l'impression que tout le poids du monde était tombé sur sa poitrine. Le silence dans la pièce était si épais qu'on aurait pu le couper avec un soupir. Le médecin était parti. Kofi l'avait abandonné, et son fils, le petit Keon, dormait sur sa poitrine avec l'innocence de quelqu'un qui n'a pas encore connu le mépris. Les heures passèrent comme des ombres s'étirant au petit matin. Zola ne ferma pas les yeux une seule fois. Elle fixait le plafond, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Elle se répétait encore et encore que ce ne pouvait pas être vrai, que tout cela était un cauchemar, que la douleur cesserait. Mais elle ne cessait pas. La douleur s'accrochait à sa poitrine comme un couteau rouillé. Et le pire n'était pas l'humiliation. C'était le doute. Les mots du médecin résonnaient dans son esprit comme un son maudit. Une condition génétique incompatible. Comment cela pouvait-il être? Elle n'avait jamais été infidèle à Kofi. Pas un seul regard, pas un seul contact avec un autre homme. Jamais. Et pourtant, il y avait son fils, rejeté par tout le monde, même par son propre père ou l'homme qu'elle pensait être son père. À l'aube, l'infirmière entra avec une expression fatiguée. Elle apporta un plateau avec le petit déjeuner et un formulaire. « Zola, ma chérie, vous devez signer ces papiers pour votre sortie. Avez-vous quelqu'un qui peut venir vous chercher ?» Zola secoua la tête. « Non, je n'ai personne. »
L'infirmière soupira avec cette compassion silencieuse que seuls ceux qui ont été témoins de trop de tragédies possèdent. Vous pouvez rester quelques heures de plus, mais l'hôpital manque de lits. Vous devrez partir dès que vous le pourrez. Zola hocha la tête, puis regarda son fils. Je n'ai nulle part où l'emmener. 2 jours plus tard, elle retourna dans le petit quartier où elle avait grandi. Des routes de terre, des toits en tôle ondulée, l'odeur d'humidité et les simples parfums de la cuisine saoulent, remplissant l'air de nostalgie. La maison héritée de sa mère l'attendait en ruine, avec des fenêtres brisées et pas d'eau courante. Zola entra avec Keon dans les bras et prit une profonde inspiration. Ce n'était pas un manoir, mais au moins personne ne la jugerait ici. Elle pensa à pleurer, mais il ne lui restait plus de larmes. Dans le manoir des Dumont, pendant ce temps, tout était tendu. Kofi avait appelé le docteur Amadi pour exiger une explication. Que voulez-vous dire par incompatible? Expliquez-vous clairement, exigea Théil, arpentant son bureau avec un verre de bourbon à la main et les yeux brûlants. Le médecin au téléphone resta calme. Monsieur Dumont, comme je l'ai expliqué à la clinique, nous avons détecté une condition génétique peu commune. Elle correspond à un de vos parents, mais pas à vous. Suggérez-vous que c'était quelqu'un de ma famille? Je ne peux faire aucune affirmation sans preuve. Je suggère un test ADN dès que possible. Kofi raccrocha sans répondre. Il regarda ensuite par la fenêtre, le visage crispé. Il commença à soupçonner le chauffeur qui souriait toujours un peu trop. Le jardinier qui avait une fois posé une question curieuse sur Zola. Même son propre frère cadet, Ozzy, un jeune de 20 ans qui passait trop de temps à la maison quand il n'était pas là. Madame Audet entra à ce moment-là, élégante avec cet air de supériorité qu'elle ne quittait jamais, même pour dormir. Eh bien, j'organise un test ADN. Je veux mettre un terme à tout ça. Cette femme, j'ai toujours su qu'elle n'était pas digne de confiance. Ça se voyait dans ses vêtements, dans sa façon de parler. Ce genre de femme ne sert qu'à ruiner un bon nom. Kofi serra les poings. Je veux que tout le personnel soit enquêté. Tout le monde. Je ne permettrai à personne de ternir mon nom. Pendant ce temps, Zola essayait de survivre. Elle n'avait pas de lait maternisé pour le bébé, pas de couche, et son compte d'épargne avait été gelé. Kofi l'avait coupé de tout, même de l'assurance maladie. Elle se rendit à l'épicerie du quartier pour demander un crédit, mais personne ne voulut l'aider. Zola, je suis désolé, mais tu me dois déjà le mois dernier, et avec ce que les gens disent de toi, je préfère ne pas m'impliquer dans des ennuis, dit le propriétaire du magasin en baissant les yeux. Zola quitta le commerce avec sa dignité en lambeaux. Mais alors qu'elle traversait le coin de la rue, une femme plus âgée l'appela depuis le seuil d'une maison aux barreaux de fer rouillés. « Eh, Zola, viens ici, ma fille. Entre. Toi et ton bébé, vous avez l'air de ne pas avoir mangé. » C'était Madame Keta, une voisine de toujours, veuve et mère de 7 enfants adultes qui ne vivaient plus avec elle. Elle reçut Zola avec une tasse de thé chaud, du pain dur et un regard d'affection sincère que Zola n'avait pas reçu depuis longtemps. « Je ne sais pas ce que tu as fait, mais quoi que ce soit, ce bébé n'est pas à blâmer, et tu as besoin d'aide. » Zola fondit en larmes pour la première fois depuis sa sortie de l'hôpital. Elle pleura comme une petite enfant. Elle pleura sur la table en bois avec Keon dormant sur ses genoux et Madame Keta lui caressant les cheveux. « Je ne comprends pas, murmura-t-elle entre 2 sanglots. Je jure devant Dieu que je n'ai été avec personne d'autre. Je ne sais pas ce qui se passe. » Cette nuit-là, en essayant de dormir, elle eut un souvenir flou, une image fugace et lancinante, un verre de vin, un étrange vertige. Kofi n'était pas là. Elle se souvenait seulement d'être dans la maison. Puis tout était un brouillard. Elle essaya de se souvenir davantage, mais la sensation était comme un cri étouffé. Quelque chose clochait. Le lendemain, les commentaires explosèrent sur les réseaux sociaux. Quelqu'un avait divulgué une photo de Kofi quittant l'hôpital avec sa mère et sa sœur. La légende disait, un multimillionnaire rejette son propre fils à la naissance. Les opinions étaient partagées. Certains le défendaient. D'autres le crucifiaient, mais tout le monde en parlait. La presse commença à fureter. Une jeune journaliste, Savannah Jones, retrouva Zola. Elle frappa à la porte de Madame Keta 2 jours plus tard. « Êtes-vous Zola Annie ?» Zola hésita, mais hocha la tête. « Je veux raconter votre histoire, mais seulement si vous le voulez. Le pays mérite de connaître la vérité. » Zola ne répondit pas. Elle regarda son fils. Le monde était cruel,
mais peut-être que raconter son histoire était le seul moyen de le protéger. Dans le manoir des Dumont, Kofi reçut les résultats du test ADN. Il était seul. Il ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes et la lut. Il s'arrêta, la relut. Négatif. Le bébé n'était pas le sien. Il sentit comme si quelque chose en lui s'était fracturé. Ce n'était pas de la tristesse. C'était de la fureur. Une rage brute. Il appela son avocat et lui demanda de détruire l'acte de naissance provisoire qu'ils avaient commencé. Cet enfant est mort pour moi, dit-il en jetant l'enveloppe dans le feu de la cheminée. Des heures plus tard, dans un salon élégant du centre-ville de Dallas, Kofi riait avec une jeune femme blonde parfaitement maquillée nommée Camille. Il était à une réunion de dirigeants. Personne ne mentionna Zola. Personne ne mentionna Keon, juste des vers, de faux rires et des corps essayant de combler des espaces vides. Pendant ce temps, Zola commença sa recherche d'emploi. Avec Keon dans les bras et un CV entaché par les rumeurs, elle parcourut les bureaux, les boulangeries et les magasins. Tout le monde disait la même chose. « Je suis désolé, nous n'embauchons pas », la nuit tomba. Elle rentra chez elle épuisée, les pieds enflés, avec rien de plus qu'un sac de riz que Madame Keta lui avait donné. En entrant, elle trouva une lettre non signée glissée sous la porte. Il y était seulement écrit « Il n'était pas le seul dans cette maison à te regarder différemment ». Zola sentit un frisson. Elle regarda son fils, le serra fort dans ses bras, puis ferma la porte et tira les rideaux. Il y avait trop d'ombre entourant son histoire, et elle commençait tout juste à comprendre que derrière chaque silence se cachait un secret. Zola n'avait pas dormi paisiblement depuis qu'elle avait reçu cette lettre anonyme. La phrase résonnait dans son esprit comme une malédiction. Il n'était pas le seul dans cette maison à te regarder différemment. Elle ressentit de la peur, une peur réelle, non pas des fantômes ou des superstitions, mais de ce dont elle se souvenait et de ce dont elle ne se souvenait pas, de ce qui aurait pu se passer cette nuit où tout était devenu un brouillard. Et les jours suivants furent enveloppés de silence. Le bébé se mit à pleurer. Zola le serra contre elle. Keon n'avait que quelques semaines, mais ses yeux semblaient regarder avec l'intensité de quelqu'un qui avait déjà vécu 1000 vies. Elle lui caressa les cheveux et chanta doucement. Puis elle s'assit sur le bord du lit cassé dans cette maison empruntée. La maison de Madame Keta, maintenant son seul refuge. Le monde l'avait laissée seule. Mais le temps ne s'arrêtait pas. La faim non plus. Cette nuit-là, elle prit une décision. Elle sortit avec Keon enveloppé dans une fine couverture, traversa le quartier la tête haute, et se rendit directement dans un immeuble de bureaux du parc industriel. L'endroit sentait la sueur ancienne et l'eau de javel bon marché. Elle demanda le superviseur du nettoyage. « J'ai besoin d'un travail, n'importe quoi. Je demande seulement que vous me laissiez amener mon fils avec moi. » Le patron la regarda avec méfiance. Ce n'est pas une garderie. Il ne dérangera personne. Il dormira dans un coin. J'ai juste besoin d'une chance. La femme soupira. Elle était fatiguée et avait un besoin urgent de quelqu'un. D'accord, mais s'il pleure trop, tu es viré. Je ne veux pas de problème. Cette nuit-là, Zola lava des sols en marbre avec des mains enflées. Keon dormait dans une boîte avec un drap plié en guise de matelas. Chaque fois qu'elle finissait de pousser la serpillière, elle se précipitait pour vérifier qu'il respirait. Son corps lui faisait mal, mais sa dignité lui faisait plus mal encore. À chaque coin qu'elle nettoyait, elle avait l'impression d'effacer un morceau de son histoire. Elle n'était plus l'épouse de Kofi Dumont. Elle n'était personne. Les jours passèrent. Keon commença à présenter des symptômes étranges. Essoufflement, une fièvre constante, et de petits tremblements dans les mains. Zola l'emmena dans une clinique communautaire du quartier. Le médecin, jeune et sérieux, l'examina en silence. « Nous devons faire des tests plus complets. Cela pourrait être quelque chose de plus grave. » Zola le regarda, terrifié. « Plus grave ? Comment ? Cela pourrait être une maladie neurologique ou métabolique. Je ne veux pas vous alarmer sans preuve, mais il y a des signes que nous ne pouvons ignorer. Et combien coûtent ces tests ? Le médecin hésita. 5 000 $, peut-être 6 000 $. Tout dépend de ce qui est nécessaire. Zola sentit l'air lui manquer. Elle n'avait même pas 100 $. Cette nuit-là, elle ne mangea pas. Elle vendit sa seule bague, celle que Kofi lui avait offerte en lui promettant une belle vie.
Elle l'échangea contre 2 boîtes de lait maternisé et une livre de riz. Le lendemain, elle se rendit au bureau d'aide juridique locale, une pièce aux murs humides et aux papiers entassés. Une jeune avocate, Imani Grant, la reçut. Elle avait des cernes sous les yeux, mais son regard était vif. Elle écouta l'histoire de Zola sans l'interrompre. « Je veux forcer le père de mon fils à prendre ses responsabilités. » Imani prit des notes. « Avez-vous l'acte de naissance ?» Zola baissa la tête. Il l'a détruit. Il a dit que cet enfant ne méritait pas son nom. Imani la regarda sérieusement. Nous allons commencer par une action en paternité et en pension alimentaire. Avez-vous une preuve de votre mariage? Zola sortit un dossier déchiré. Il contenait une photo de son mariage, une simple copie de l'acte de mariage, et quelques factures de services publics à leurs 2 noms. Cela suffira pour l'instant, mais vous avez besoin d'un examen génétique officiel. Zola déglutit. Ils en ont déjà fait un. Il est revenu négatif. Il a dit que l'enfant n'était pas le sien. Imani haussa les sourcils. Et êtes-vous sûr de n'avoir été avec personne d'autre? Zola leva son regard blessé. Je ne me souviens de rien. Juste une nuit où je me suis senti étrange, comme si quelque chose n'allait pas. Mais je n'ai rien fait. L'avocate hocha la tête. Elle ne posa plus de questions. Certaines choses font plus mal qu'un résultat de test. Je vais vous aider. Je ne promets pas de miracle, mais je promets la justice. Dans le manoir des Dumont, l'atmosphère s'était alourdie. La presse commençait à faire pression. Certains médias voulaient savoir pourquoi un bébé avait été publiquement rejeté par une famille aussi influente. Les réseaux sociaux étaient impitoyables. Le nom Dumont devenait synonyme de scandale. Kofi, désespéré de redorer son image, ordonna une campagne de contrôle des médias. Il acheta des titres, fit taire les médias locaux et engagea des experts en réputation numérique. Mais à l'intérieur de la maison, la tension ne pouvait être dissimulée. Monsieur Sterling Dumont, le père de Kofi, était rentré d'un voyage d'affaires, toujours élégant, toujours avec son sourire mesuré. Il faisait partie de ces hommes qui ne crient pas, mais dont un seul regard pouvait faire trembler toute une pièce. Kofi le rejoignit dans le bureau. « Père, j'ai besoin de savoir si quelqu'un de la famille a fait quelque chose à Zola. » Monsieur Dumont le dévisagea. « À quoi fais-tu référence? Tu sais ce que je veux dire. Elle prétend n'avoir été avec personne. L'ADN ne correspond pas à moi, mais le médecin dit qu'il y a une compatibilité avec quelqu'un de proche. As-tu vu quelque chose, Sterling? » Monsieur Dumont maintint son calme. Ta faiblesse te fait dire des bêtises. Arrête de trouver des excuses à ton échec conjugal. Cette femme ne mérite pas une minute de plus de notre temps. Kofi déglutit. Tu ne peux pas l'ignorer. Quelque chose ne colle pas. Ozzy était là quand je n'y étais pas. Le chauffeur aussi. Monsieur Dumont l'interrompit d'une voix ferme. N'entraîne pas ton frère là-dedans. C'est juste un enfant. Si tu as été assez naïf pour laisser entrer une étrangère dans cette famille, assumant les conséquences. Depuis le seuil de la porte, Ozzy écoutait en silence. Il descendit ensuite et trouva sa mère, Madame Audet, et dit à voix basse, « Maman, te souviens-tu d'Alia » Madame Audet se tendit immédiatement. « Pourquoi mentionnes-tu cette femme ?»« Parce que papa a des secrets pires que l'affaire Zola. Tu le sais. Ce qu'il a fait à Alia était pire. Mais tout le monde sait tu. » Madame Audet devint pâle. « Tais-toi. N'ose pas parler de ça. Cette histoire est morte il y a des années. » Ozzy secoua la tête. « Non, elle n'est pas morte. Elle a juste été enterrée comme tout le reste dans cette maison. » Cette nuit-là, Zola emmena Keon dans une clinique privée qui offrait des consultations pro bono. Le même médecin qu'il avait vu à l'hôpital public, le docteur Amadi, s'occupa de lui. Il fut surpris de la voir là, mais ne dit rien. Après avoir examiné Keon de près, il s'assit en face de Zola avec une expression grave. L'enfant a un trouble mitochondrial. C'est une maladie héréditaire rare. Elle affecte l'énergie cellulaire et le développement neurologique. C'est progressif. Zola se sentit défaillir. Il pourrait mourir? Pas si nous agissons vite, mais le traitement est coûteux et long. Combien? Le médecin hésita. Plus de 15 000 $. Juste pour commencer. Zola ne répondit pas.
Elle serra simplement son fils dans ses bras. Je n'ai pas cet argent. Il y a une autre option. Si nous trouvons un parent compatible, nous pourrions commencer une thérapie alternative. Zola leva les yeux. Un parent compatible? Nous devons analyser l'ADN des pères possibles. Si nous trouvons quelqu'un avec une correspondance génétique spécifique, nous pourrions travailler avec ça. Zola ferma les yeux. Elle sentit le monde tourner. Elle se souvint de tout. Le rejet, l'abandon, le mépris. Et si la seule personne compatible se trouve dans une famille qui me déteste? Le médecin la regarda avec compassion. Alors vous devrez décider si vous affrontez cette haine ou si vous laissez le silence tout consumeur. Cette nuit-là, dans sa petite chambre, Zola regarda Keon pendant qu'il dormait. À côté d'elle se trouvait l'enveloppe avec les résultats génétiques qu'elle avait demandés avec l'aide d'Imani. Elle l'ouvrit avec des mains tremblantes, lisant mot pour mot. Le résultat n'était pas le même que celui de l'hôpital. Le nouveau rapport disait quelque chose de plus. Il y avait une correspondance, mais pas avec Kofi, avec un autre membre de la famille Dumont. Zola laissa tomber le papier. Le monde s'assombrit, et pour la première fois, elle sentit que son histoire n'était que la surface d'un abîme bien plus profond. Parce que si ce que ce papier disait était vrai, alors le vrai père de son fils n'était pas seulement quelqu'un de proche de Kofi. C'était quelqu'un qui avait détruit de nombreuses vies avant la sienne. Zola laissa l'enveloppe tomber au sol sans un bruit. Mais l'impact fut aussi réel que si le monde avait explosé à l'intérieur de cette petite pièce. L'air devint épais, irrespirable. L'image de Monsieur Sterling Dumont apparut dans son esprit comme une vieille ombre, élégant avec ce sourire raffiné qui cachait quelque chose de sombre, quelque chose qu'elle n'avait pas voulu voir. La correspondance génétique ne laissait aucun doute. Ce n'était pas une supposition. C'étaient des données. Le vrai père de Keon vivait derrière les baies vitrées d'un manoir qu'elle avait autrefois appelé sa maison et portait le même nom de famille. Zola serra Keon contre sa poitrine comme si la chaleur de son corps pouvait le protéger de ce qui allait arriver. Elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle resta immobile, ressentant un vide qu'elle ne savait comment combler. Pour la première fois, elle n'était pas seulement victime d'abandon, mais du silence complice de toute une famille. Et ce silence, elle le comprenait maintenant, était l'ennemi le plus cruel. Cette nuit-là, elle demanda une réunion avec Imani, l'avocate qui l'aidait. Je ne voulais pas le croire, mais je ne peux plus me taire, dit-elle en posant l'enveloppe avec les résultats sur la petite table du bureau. Imani la lut en silence. Elle ne cligna pas des yeux. Elle ne dit rien pendant de longues secondes. Sterling Dumont, murmura-t-elle enfin. Zola hocha la tête, le regard vide. Que vas-tu faire? Demanda Imani. Zola ne répondit pas immédiatement, puis leva la tête. Je vais voir Madame Audet. Elle sait. Elle a toujours su. Le lendemain, elle se présenta au manoir sans prévenir. Le gardien du portail hésita, mais en voyant son visage ferme, portant son fils, il la laissa passer. Elle traversa la pelouse immaculée, parcourut les couloirs qu'elle avait autrefois traversés avec des rêves, jusqu'à ce qu'elle atteigne le salon principal. Madame Audet était assise en train de prendre le thé avec sa sœur. En voyant Zola, elle tordit les lèvres. Le culot que tu as de te présenter ici après tous les dégâts que tu as causés à cette famille. Zola resta impassible. J'ai besoin de vous parler seule. La sœur de Madame Audet se leva sans dire un mot. La tension remplit l'air. La matriarche posa lentement sa tasse de thé sur la soucoupe. Vous avez 5 minutes. Je ne suis pas ici pour votre fils. Je suis ici pour le vôtre. L'autre? Madame Audet cligna des yeux. Le silence devint glacial. Je sais que le vrai père de mon fils est Sterling. J'ai la confirmation et vous le saviez. Que insinuez-vous? Essaya-t-elle de dire, mais Zola l'interrompit. Je n'insinue pas. J'affirme. Et vous allez m'aider parce que cela ne me concerne pas seulement moi. Madame Audet se leva. Ses mains tremblaient à peine. Vous ne savez pas ce que vous dites. Vous n'avez aucune idée de ce que signifie accuser un homme comme mon mari. Zola ne recula pas, et Alia ne savait pas non plus ce qu'elle faisait quand elle a crié. Ou a-t-elle aussi été réduite au silence avec de l'argent? Les yeux de Madame Audet s'écarquillèrent. Ce nom, ce souvenir qui avait été enfermé comme un cadavre dans les profondeurs de son esprit. Comment connaissez-vous ce nom? Ozzy l'a mentionné. Et il y a un schéma.
votre mari n'en est pas à son premier coup d'essai, et votre silence vous rend complice. Madame Audet recula d'un pas, chancelante. Puis elle s'affaissa dans le fauteuil, comme si le poids d'années de secret l'avait écrasée. Alia était une jeune fille qui travaillait ici. Un jour, elle a disparu. Ils ont dit qu'elle était partie sans prévenir. Mais je savais que ce n'était pas vrai. Je l'ai vue pleurer. J'ai vu ses ecchymoses. J'ai vu comment elle évitait Sterling. Je savais, mais j'avais peur. Sterling m'a prévenu que si je parlais, il détruirait tout. Mes enfants, moi. Et je l'ai cru parce qu'il tient toujours ses menaces. Et c'est pourquoi vous lui avez permis de répéter la même chose avec moi. Madame Audet inclina la tête. Le silence fut sa réponse. Cette nuit-là, Zola et Imani firent des recherches sur Alia. Il n'y avait aucun dossier récent, seulement un rapport de police pour disparition volontaire, classé des mois plus tard faute de preuves. Imani se connecta à une base de données médicales. Il fallut des heures avant qu'elle ne trouve quelque chose. Une patiente nommée Alia Dominguez. Diagnostic, psychose non spécifiée. Hospitalisée dans une clinique privée en dehors de la ville. Une clinique psychiatrique, dit Zola, incrédule. Internement forcé. Si elle est là depuis, elle est institutionnalisée depuis plus de 4 ans. Ce n'est pas un accident. Elles décidèrent d'y aller le lendemain. Imani prit les dispositions nécessaires. Elle utilisa son titre d'avocate pour obtenir l'accès, bien que seulement pour une visite superficielle. Elle ne pouvait pas encore révéler les vraies raisons. Zola attendit dans la voiture. De la fenêtre, elle regardait les infirmières, les médecins et les patients marcher en rond. L'endroit avait de hautes grilles et des caméras à chaque coin. Ce n'était pas un hôpital. C'était une prison blanche. Imani revint après 1 heure, les yeux troubles. Elle ne parle pas. Elle ne bouge pas. Elle est tout le temps sous sédatif. Elle a des marques sur les bras comme si elle avait essayé de. Elle ne put finir sa phrase. Zola baissa la tête. L'air devint lourd. Elle est vivante, mais elle n'est plus libre. Tout comme moi. La même semaine, un journaliste qui suivait l'affaire depuis un certain temps publia un extrait audio filtré. C'était un vieil enregistrement, non daté, sans contexte. On pouvait entendre une voix féminine angoissée crier « Il m'a drogué. Je ne voulais pas. Je ne pouvais pas bouger. S'il vous plaît, aidez-moi. » Les réseaux sociaux explosèrent. Certains dirent que c'était faux. D'autres jurèrent qu'ils reconnaissaient la voix. Imani réussit à en retrouver l'origine. Il faisait partie d'une série de dossiers médicaux de la même clinique où se trouvait Alia. Quelqu'un qui n'y travaillait plus avait vendu l'audio pour de l'argent. Zola écouta l'audio 3 fois. La 3e fois, son sang se glaça. C'était sa voix. Imani le comprit aussi. Elle ne dit rien. Elle la regarda simplement. Kofi, dans son bureau, l'écouta pour la première fois sur son téléphone via un lien anonyme. Il le mit sur haut-parleur. Quand il entendit ce cri, ce ton brisé, ce désespoir, il sentit quelque chose en lui se briser. Il ferma les yeux, visualisant le souvenir, la nuit où il était parti en voyage d'affaires. Il partait à l'étranger, et avant de partir, il avait dit à son père que Zola serait seule à la maison. Papa était cette nuit-là seul avec elle. Le verre qu'il tenait tomba au sol et se brisa. L'écho du verre était le même écho qui résonnait dans sa tête. Et puis il comprit tout. Le voyage d'affaires, la nuit où Zola était restée seule à la maison, l'insistance de son père sur le fait que tout irait bien. L'expression de Zola des semaines plus tard, quand quelque chose en elle avait changé. Le rejet silencieux, la distance, la tristesse constante. Kofi respirait avec difficulté, comme si l'air même le trahissait. Il se rendit à la salle de bain, se lava le visage, se regarda dans le miroir et ne se reconnut pas. Dans son reflet, il n'y avait pas l'homme élégant qui contrôlait autrefois tout avec un sourire. Il y avait un fils trahi, un mari aveugle, un être humain vaincu. Il prit ses clés, descendit et traversa les couloirs de marbre sans saluer personne. Sa mère l'appela depuis le salon, mais il ne répondit pas. Il franchit la porte du bureau de Sterling Dumont sans frapper. Le patriarche était debout, se servant un whisky, comme si le monde lui devait la révérence. Il leva les yeux calmement. « Tu n'as aucune manière, mon fils. » Kofi ferma la porte.
La tension dans la pièce était si épaisse qu'elle semblait physique. Qu'est-ce que tu lui as fait? Sterling ne répondit pas, je ne le répéterai qu'une seule fois. Que as-tu fait à Zola? Le silence fut long, arrogant. Puis Sterling prit une gorgée de son verre et parla avec une sérénité glaçante. Tout ce que je t'ai donné, je l'ai fait pour te dompter. Tu as toujours été faible, Kofi. Tu n'es pas né pour diriger cette famille. Tu manquais de caractère. Tu avais trop d'émotions. Kofi fit un pas tremblant vers lui. Tu l'as droguée. Tu l'as touchée alors qu'elle ne pouvait pas se défendre. C'est ça que tu as fait? Ne lève pas la voix. Réponds-moi. Sterling le regarda sans ciller. Elle n'était qu'un pion de plus. Je voulais te montrer qu'on ne peut faire confiance à personne. Ni aux femmes, ni à ton jugement. Et j'ai réussi, parce que tu as échoué, comme toujours. Kofi recula en titubant comme s'il avait reçu un coup de poing dans la poitrine. Il se sentit mal. Répulsion. Son propre père avait détruit la femme qu'il aimait juste pour l'humilier. Tu es malade. Je suis aux commandes. Quelle est la différence? Tu ne contrôles rien du tout, parce que je vais te faire couler avec tout ce que tu es, avec tout ce que tu représentes. Sterling laissa échapper un rire court et sec. Et tu penses que les gens vont te croire, toi, un garçon gâté, plutôt que moi? Sais-tu combien de juges me doivent des faveurs? Combien de médias dépendent de mon argent? Kofi serra les poings. Eh bien, ils vont tout découvrir, parce que je vais parler. Il partit. Il ne se retourna pas. N'écouta pas les menaces. Il claqua la porte et se précipita dehors comme si le manoir s'était transformé en une cage de feu. En arrivant dans le quartier où vivait Zola, il ne savait pas s'il devait frapper ou simplement s'agenouiller. Madame Keta ouvrit la porte avec méfiance. « Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai besoin de lui parler. Elle ne veut ni te voir ni t'entendre. Et elle a raison. » Kofi déglutit. Sa voix se brisa. « S'il vous plaît. » Madame Keta hésita, puis s'écarta. Zola était dans la pièce, nourrissant Keon. En le voyant, elle se leva avec l'enfant dans ses bras. Ses yeux étaient remplis d'une fureur contenue. « Qu'est-ce que tu fais ici? » Kofi fit un pas, puis s'arrêta. Il avait l'air différent, vaincu. « Je suis venu te demander pardon. » « Ton pardon ne me sert à rien, Kofi. Je sais tout maintenant. J'ai entendu l'audio. Je lui ai parlé. Il a avoué. Ce qu'il t'a fait, ce qu'il m'a fait. » Il ne put continuer. Sa voix se brisa complètement. Zola sut sans qu'il ait besoin d'en dire plus. Mais elle ne pouvait pas se permettre de ressentir de la compassion. Pas encore. Et maintenant, tu viens ici pour te racheter. Après m'avoir laissé seul dans une salle d'accouchement, après m'avoir crié dessus devant tout le monde, après avoir permis à ta mère de me traiter d'opportuniste, maintenant tu ressens de la douleur. Il n'y a aucune excuse pour tout ça. Je sais. Mais je suis ici parce que je veux t'aider. Je veux t'aider, toi et mon fils. Zola trembla. Il n'est pas ton fils. Il est mon fils. Même s'il ne porte pas mon sang, parce que ce qu'ils lui ont fait est impardonnable et je ne resterai pas silencieuse. Zola s'effondra sur le lit avec l'enfant dans ses bras. Les pleurs jaillirent d'elle comme un torrent. Profond, fatigué, presque impuissant. Kofi essaya de s'approcher, mais elle leva la main. Ne t'approche pas de moi. J'ai besoin de temps. Kofi hocha la tête. Il partit sans dire un mot de plus. Imani, l'avocate, préparait la plainte. Elle savait qu'elle défiait quelqu'un de puissant, mais elle s'en fichait. Le dossier était épais. Il comprenait des examens médicaux, des tests génétiques, les enregistrements, l'histoire d'Alia et des témoignages indirects. Ça va faire exploser, mais tu ne peux pas reculer, dit-elle à Zola en examinant les documents. Je ne le ferai pas, ils vont t'attaquer. Ils diront que tu l'as fait pour l'argent, par vengeance, pour la célébrité. Zola la regarda dans les yeux. Je me fiche de ce qu'ils disent. Je ne fais pas ça pour moi. Je le fais pour toutes celles qui n'ont pas pu parler. Les médias la prirent. Certains soutinrent la plainte. D'autres la ridiculisèrent. Mais l'histoire commença à prendre de l'ampleur. Plusieurs femmes commencèrent à écrire à Imani de manière anonyme. Elles avaient travaillé dans les maisons de familles puissantes.
Certaines racontèrent que Sterling Dumont les avait également harcelées, mais elles avaient trop peur pour parler. L'équipe juridique déposa la plainte formelle. La presse entoura le palais de justice. La photographie de Zola partant avec son fils dans les bras circula sur les réseaux sociaux, dans les journaux et sur les chaînes de télévision. Des jours plus tard, Sterling envoya un message. Il voulait parler à Zola en privé. Imani le lui interdit, mais Zola décida d'y aller. Ils se rencontrèrent dans un restaurant privé. Il arriva avec son élégance habituelle. Elle arriva avec un visage serein mais ferme. « Vous avez du cran », dit-il. « J'ai de la mémoire, et j'ai un fils qui mérite la justice. Cet enfant n'est pas mon bouclier. Il est mon moteur et le reflet de ce que vous avez fait. Que cela vous plaise ou non, il est dans votre vie pour toujours maintenant. » Sterling la regarda longuement. Puis il sourit. « Je peux vous enlever l'enfant. J'ai les ressources, les contacts, les avocats. Avec quelques signatures, je peux obtenir la garde. Je peux arguer que vous n'avez aucun moyen, que vous avez une instabilité émotionnelle. Voulez-vous vraiment jouer à ce jeu ? » Zola ne sia pas, essayez. Mais je vous jure que si vous le faites, je rendrai public chaque détail, chaque victime, chaque audio. Vous ne pourrez plus marcher dans la rue sans que les gens ne vous regardent pour ce que vous êtes. Sterling prit son verre, but, puis se leva sans dire un mot de plus. Kofi organisa une conférence de presse. Imani, Zola et d'autres médias étaient présents. Microphone, caméra, reporter. Le monde regardait. Kofi monta sur le podium, prit une profonde inspiration et parla. « Je viens parler en tant que fils, en tant que mari, et en tant que victime du silence. Le père du fils de ma femme est mon propre père, et ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. » Il y eut un murmure collectif, des cris, des flashs d'appareils photo. Ce qui est arrivé à Zola était un acte de violence, de pouvoir, de perversion, et moi, en tant que membre de cette famille, je ne peux plus rester silencieux. Les médias explosèrent. Les réseaux sociaux s'effondrèrent. La figure intouchable de Sterling Dumont cessa d'exister. Et c'est ainsi que le silence fut rompu. Les paroles de Kofi résonnaient encore dans les couloirs du palais de justice, dans les salles de rédaction et sur les forums internet comme une bombe que personne n'avait vu venir. L'image de l'héritier d'une des familles les plus puissantes du pays avouant que son père avait commis un crime inimaginable et que l'enfant qu'il avait lui-même rejeté était le résultat de cette monstruosité, a franchi les frontières. C'était une nouvelle internationale, des unes de journaux, des gros titres, des réactions partagées. Certains applaudirent son courage, d'autres le traitèrent de lâche pour avoir gardé le silence si longtemps. Mais Zola n'avait pas le temps de débattre de l'impact médiatique. Elle se concentrait sur une seule chose, la justice. Avec Imani, son avocate, elle se présenta au bureau du procureur de district, accompagnée de caméras, de journalistes et de plusieurs femmes qui avaient également souffert, mais qui n'avaient pas osé parler jusqu'à présent. Zola portait Keon dans ses bras, comme toujours. Elle était plus mince, son visage marqué par l'épuisement, mais ses yeux étaient une lumière. Elle n'avait plus peur. Elle ne se cachait plus. Imani déposa la plainte formelle contre Sterling Dumont avec tout le soutien juridique possible. Elle incluait des témoignages, des documents, les résultats génétiques, l'audio filtré et l'enregistrement de l'aveu que Kofi avait secrètement obtenu quelques jours plus tôt en parlant à son père. Les preuves étaient claires. Bien que la loi se plie parfois pour protéger les puissants, cette fois, ils allaient la forcer à regarder la vérité en face. La conférence de presse fut organisée à l'entrée du palais de justice. Imani prit le micro pendant que Zola tenait Keon. Aujourd'hui, nous ne dénonçons pas seulement un crime. Nous dénonçons une structure d'impunité qui a protégé un homme pendant des décennies. Un homme capable de détruire des vies entières avec un sourire. Nous ne nous tairons pas. Nous ne reculerons pas. Quand Zola prit la parole, le silence fut absolu. Pendant des années, j'ai cru que j'avais fait quelque chose de mal, que je méritais le rejet, les escaliers, les portes fermées. Mais ce n'était pas de ma faute. Et aujourd'hui, je veux que d'autres femmes entendent ceci. Ce n'était pas de votre faute non plus. Il ne m'a pas seulement volé une vie. Il a volé la possibilité d'être une mère avec dignité. Mais il ne m'enlèvera pas ma force. Le même jour, Imani présenta une liste de femmes prêtes à témoigner. Certaines avaient encore peur, d'autres ne voulaient pas montrer leur visage, mais les histoires correspondaient. Des schémas répétés, des invitations étranges, des vertiges, des trous de mémoire,
des réveils confus, des mois de silence, tous liés à Sterling Dumont, tous rendus invisibles par le pouvoir. Et puis l'inattendu se produisit. Alia apparut, non pas comme la jeune femme joyeuse qui avait autrefois travaillé au manoir, but comme une figure fragile au visage pâle, aux cheveux courts et aux mains tremblantes. Elle s'était échappée de l'hôpital psychiatrique avec l'aide d'une infirmière qui avait décidé de ne plus rester complice. Imani la reçut chez elle, lui donna des vêtements propres et la protégea comme si c'était sa propre sœur. Zola la serra dans ses bras, les larmes aux yeux. Alia ne parla pas pendant longtemps, mais quand elle le fit enfin, sa voix, brisée mais ferme, fit tout trembler. Il m'a enfermé pour que personne ne le sache. Il m'a dit que personne ne me croirait, que j'étais folle, et j'ai commencé à le croire jusqu'à ce que je voie Zola aux nouvelles et que je comprenne qu'il continuait à détruire des vies. Avec Alia comme témoin clé, le bureau du procureur ordonna l'arrestation immédiate de Sterling. La police arriva à son manoir avec des caméras filmant en direct. Ils le firent sortir menotté, portant des lunettes noires et un air de dédain absolu. Il ne résista pas. Il regarda les journalistes comme s'ils étaient des fourmis. Pourtant, le moment était historique. Un Dumont arrêté publiquement. Mais cela ne dura pas 72 heures plus tard, il fut libéré en raison d'un vice de procédure, une prétendue insuffisance de preuves directes. Le juge qui présidait était une vieille connaissance de Sterling Dumont. Les réseaux sociaux explosèrent. L'opinion publique était partagée entre l'indignation et l'incrédulité. Kofi cria aux caméras que le système était corrompu, que si son père était libéré, personne ne serait en sécurité. Zola eut l'impression que le monde se moquait à nouveau d'elle. Mais cette fois, elle ne s'effondra pas. Elle organisa une marche avec Imani et les autres victimes. Elle ne voulait pas seulement une justice judiciaire. Elle voulait une justice sociale. Elle voulait que le pays entier regarde ce monstre à visage découvert. La marche fut organisée pour le dimanche suivant. Femmes, mères, filles, militants, journalistes, artistes, des milliers se joignirent, des banderoles avec des phrases percutantes, des photos de victimes, des noms qui étaient dans l'ombre depuis des années. Zola marchait en tête avec Keon dans ses bras. Elle marchait les larmes aux yeux, mais sans baisser la tête. L'impact fut immédiat. Les chaînes de télévision diffusèrent en direct. Plusieurs personnalités publiques prirent la parole. Les gouvernements locaux montrèrent leur soutien. Pour la première fois, Sterling ne put manipuler le récit. Les gens ne le croyaient pas. Les réseaux sociaux ne se taisaient pas. Le pays était éveillé. Mais pendant que le monde regardait, l'état de Keon s'aggrava. La fièvre ne baissait pas. Son corps s'affaiblissait. Il ne mangeait pas. Zola se précipita à l'hôpital le plus proche. Le docteur Amadi l'a reçu. Nous devons opérer immédiatement. À quel point est-ce urgent? Des heures. Si nous n'intervenons pas, il pourrait y avoir des dommages irréversibles. Je n'ai pas l'argent. Il ne me reste que $200. C'est tout. Le médecin la regarda avec compassion. Alors trouvez-le par tous les moyens. Zola sortit en courant. Elle chercha Imani. Elles cherchèrent des fondations. Aucune ne pouvait répondre si rapidement. L'hôpital exigeait un acompte minimum de $12 000. Désespérée, Zola enregistra une vidéo. Elle ne demanda pas d'argent. Elle raconta simplement l'histoire. Elle montra Keon, expliqua l'urgence et la publia sur les réseaux sociaux. En quelques heures, les gens réagirent. Des individus anonymes, des célébrités, des artistes, des maires, des étudiants. Une vague de solidarité s'activa. L'histoire était déjà trop connue. Il ne pouvait pas permettre que Keon paie de sa vie ce qu'un autre homme avait fait. La campagne devint virale. En moins de 24 heures, le compte récolta plus de $70 000. Kofi, en apprenant la nouvelle, vendit sa participation dans une entreprise technologique qu'il avait fondée des années auparavant. Il remit l'argent sans l'annoncer, sans caméra, sans prétention. Faites ce que vous avez à faire, dit-il à Imani. Je veux juste que l'enfant aille bien. Zola, en l'apprenant, ne dit rien. Elle resta silencieuse. Mais il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux. Pas de la confiance, pas de l'amour, de la gratitude. L'opération fut un succès. Keon répondit bien. Les médecins rapportèrent qu'avec un traitement continu, il pourrait mener une vie stable. Ce ne serait pas facile, mais il y avait de l'espoir. Cette nuit-là, Zola s'endormit sur la chaise de l'hôpital,
la main de Keon dans la sienne. Elle rêva d'une maison tranquille, de rire, d'une vie simple. Pour la première fois, elle rêva sans peur. Mais le monstre n'avait pas disparu. Sterling, depuis sa libération, tirait les ficelles. Il savait que son temps était compté, que la pression augmentait, que le système ne le soutenait plus comme avant. Il organisa sa fuite. Il obtint de faux documents, un terrain dans un autre pays, des gardes du corps privé. Il planifia tout avec une précision chirurgicale. C'était son style de tout faire en silence, sans bruit, sans laisser de traces. Ce qu'il ne savait pas, c'est que son propre fils, Kofi, avait mis un détective privé derrière lui. Il suivait ses mouvements, attendant le moment exact pour intervenir. L'alerte parvint à Imani. Imani appela Zola. Zola appela la police. Le plan était simple. Sterling quitterait le pays cette nuit-là. Il s'envolerait à l'étranger en utilisant une fausse identité. L'aéroport était le point clé. Il devait agir là-bas, 1 heure avant l'embarquement. Zola n'hésita pas. Elle prit un taxi et se rendit à l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta. Elle n'avertit pas la presse. Elle ne cherchait pas le spectacle, seulement la justice. Elle le trouva dans la file d'attente VIP avec un faux passeport et 2 gardes du corps. Elle le regarda. Il la regarda. « Vous » dit-il avec arrogance. Zola ne répondit pas. Elle se retourna et alors 2 policiers, un juge et un procureur arrivèrent. Sterling Dumont fut formellement arrêté pour tentative de fuite, fraude documentaire et violation de sa libération conditionnelle. Vous ne vous en sortirez pas si facilement cette fois. Il sourit une dernière fois. Le monde est plein de traîtres. Zola le fixa. Non, il est plein de femmes qui ont cessé d'avoir peur. Et c'est ainsi que le monstre tomba. Sterling Dumont fut menotté devant les caméras, entouré d'agents de sécurité et de témoins de sa chute. Son regard, pour la première fois, n'était plus arrogant. Il était vide. Aucun pouvoir ne le protégeait plus. Son monde, construit sur la peur, la manipulation et le silence, s'effondra avec la force d'une vérité qu'il ne pouvait écraser. Le pays entier regardait, certains avec incrédulité, d'autres avec soulagement, beaucoup avec fureur. C'était la fin d'une ère où les puissants pouvaient piétiner les autres sans conséquence. La justice marchait enfin sans être vendue. Le procès fut long, public et télévisé. Des dizaines de témoins, d'experts, de médecins, de psychologues, de journalistes, de femmes. Des voix qui avaient été enterrées pendant des années sortirent à la lumière avec le tremblement de ceux qui ne savent pas s'ils seront crus, mais avec le courage de ceux qui ne peuvent plus se taire. Parmi eux, Alia. Son témoignage paralysa la salle. Elle parla d'une voix tremblante mais claire. Elle décrivit l'enfer avec des détails que personne ne pouvait ignorer. Chaque mot était une gifle au système. Zola témoigna également. Elle tenait Keon dans ses bras pendant qu'elle parlait. Elle ne dramatisa pas. Elle ne pleura pas. Elle parla en tant que mère qui n'avait plus peur. Elle raconta tout, du jour où elle s'était réveillée confuse au moment où elle avait entendu l'audio où sa propre voix suppliait de l'aide. Elle raconta comment la famille Dumont l'avait accusée, abandonnée et humiliée. Elle regarda chaque juge, chaque avocat. Elle ne demanda pas de compassion. Elle exigea la justice. Le verdict tomba après des semaines de délibération. Sterling Dumont fut déclaré coupable de multiples crimes, notamment d'agression aggravée, de coercition, de falsification de preuves, de fraude et de tentative de fuite. La peine était claire. La réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Le pays célébra. Quelques voix doutaient encore, influencées par des décennies de pouvoir médiatique. Mais la majorité comprit que quelque chose avait changé, qu'il n'était plus possible de rester silencieux quand une seule victime décidait de parler. Des bougies furent allumées sur les places publiques. Des foulards furent accrochés au balcon. Zola n'était pas la seule à avoir gagné. Tout le monde avait gagné. Keon, pendant ce temps, se rétablissait. L'opération avait été un succès. Son petit corps répondait bien au traitement. Les médecins étaient optimistes. Kofi lui rendait visite tous les jours. Il ne parlait pas beaucoup. Parfois, il s'asseyait simplement à côté de lui, prenait sa petite main et le regardait dormir. C'était sa façon de demander pardon, non pas avec des mots, mais avec sa présence. Zola le remarqua. Elle remarqua aussi qu'il n'était plus le même.
Le Kofi arrogant, distant et contrôlant du manoir avait disparu. Ce qui restait était un homme brisé, mais prêt à se reconstruire à partir des ruines. Un matin, alors que Keon était sur le point de sortir de l'hôpital, Kofi demanda à lui parler seul. Ils s'assirent sur un banc face au jardin de l'hôpital. L'air sentait la terre humide et les fleurs oubliées. « Je sais que je ne pourrai jamais effacer ce que je t'ai fait, » dit-il en baissant les yeux. « Tu ne peux pas, » répondit fermement Zola. « Mais je veux que tu saches que je ne pars pas. Pas en tant que couple. Je ne suis pas ici pour récupérer ça, mais en tant que quelqu'un qui comprend le mal qu'il a causé et qui est prêt à vivre avec le poids de ce mal pour le reste de sa vie. » Zola le regarda longuement, puis soupira. « Parfois, pardonner, c'est lâcher prise, et je ne veux plus te porter, non pas par haine, mais parce que je veux marcher légère. » Il hocha la tête. Il n'insista pas. Et elle le serra brièvement dans ses bras, comme quelqu'un qui dit au revoir à quelque chose qui a été important, mais qui n'appartient plus. Avec la santé de Keon stabilisée et la peine de Sterling définitive, Zola décida qu'il était temps de faire quelque chose de plus. Elle ne pouvait pas permettre que son histoire devienne juste un autre cas que le temps efface. Elle devait la raconter, non pas pour elle-même, mais pour celles qui ne le pouvaient pas. Elle commença à écrire, d'abord sur des feuilles volantes. Puis Imani lui donna un cahier à couverture rigide. Remplis-le de ce qui t'a brisé et aussi de ce qui t'a sauvé. Zola intitula le manuscrit du nom qui l'avait accompagné depuis la première fois qu'elle avait senti que quelque chose n'allait pas, Le Fils du Silence. Le livre fut publié 6 mois plus tard. Il fut édité par une petite maison d'édition indépendante appartenant à des Noirs. Au début, il ne s'attendait pas à un grand impact, mais le jour de son lancement, le nom de Zola était partout. Le livre fut épuisé en quelques heures. Les critiques le qualifièrent de courageux, nécessaire, déchirant. Ce n'était pas une histoire écrite pour émouvoir les gens. C'était un avertissement, un témoignage, un acte de mémoire. Avec les droits d'auteur, Zola fonda une organisation pour les femmes victimes d'abus et de violences de pouvoir. Elle l'appela la Fondation Keon, non seulement pour l'enfant, mais pour ce qu'il représentait, une vie née de l'horreur qui devint un symbole d'espoir. Elle offrait une aide juridique gratuite, des ateliers de rétablissement émotionnel, un abri temporaire et des conseils médicaux. Des femmes arrivèrent de partout, craintives, blessées, mais avec la certitude qu'elles n'étaient plus seules. Alia fut l'une des premières bénévoles. Imani devint son allié juridique. Madame Keta devint une sorte de marraine d'honneur. Kofi collabora en silence, organisant des dons, utilisant ses contacts sans chercher les feux de la rampe. Zola devint une personnalité publique bien qu'elle ne le veuille pas. Elle fut invitée à des conférences, des universités et des émissions de télévision. Mais elle n'acceptait que lorsqu'elle savait qu'elle pourrait parler avec sincérité, sans maquillage, sans discours préfabriqué. Son histoire n'était pas un produit. C'était une blessure ouverte qu'elle avait décidé de ne plus cacher. Les années passèrent. Keon grandit entouré d'amour. Il ne demandait pas grand-chose au début. C'était un enfant curieux, heureux, avec un rire contagieux et une intelligence précoce. Il savait que son histoire était spéciale, que sa mère était forte, et que d'une manière ou d'une autre, son existence avait changé la vie de nombreuses personnes. Quand il eut 6 ans, Zola lui écrivit une lettre. « Mon très cher fils, tu es né dans le silence, mais ta voix a réveillé le monde. Je ne t'ai pas élevé pour être courageux, car tu le es déjà. Je t'ai élevé pour être libre, pour comprendre que ton origine ne te définit pas. Ce qui te définit, c'est l'amour que tu as donné et reçu. Et toi, Keon, tu as été ma plus grande leçon d'amour. » La dernière scène se déroula par un après-midi chaud de mars. Le ciel était d'un bleu pur, presque irréel. Zola marchait le long d'un sentier entouré d'arbres avec Keon dans ses bras. Il n'était plus un bébé, mais il aimait la serrer dans ses bras comme quand il était petit. Elle le souleva, le cala sur sa hanche et regarda le ciel. Elle ne dit rien pendant plusieurs secondes. Keon lui caressa le visage. « Ça va, maman ?» Elle sourit, non pas avec tristesse, mais avec paix. « La douleur m'a brisée. Mais tu m'as reconstruite. » Et ils continuèrent à marcher.